Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, une première partie consacrée à la bande dessinée avec Samuel Chauveau de la librairie Bulle qui fait venir l'un des plus grands noms de la bande dessinée franco-belge, Régis Loisel, pour le tome 9 et dernier tome du magasin Général. Il sera là samedi prochain, 18 octobre, avec le scénariste. C'est le scénariste, un trip. Non, ils travaillent à quatre mains, ils travaillent tous les deux, donc deux dessinateurs et deux scénaristes. Également au sommaire de cette première partie, une interview que nous avait accordée Paul Salomon, le dessinateur de L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Et puis dans cette première partie également la sélection comics de Matt. Salut Matt. Salut. Des comics qui ne viennent pas des États-Unis. C'est surprenant, hein. Ouais, c'est surprenant. On en parle avec vous dans un instant. Deuxième partie de la musique avec un concert organisé par le label Syncope Management avec notamment l'artiste de reggae sartois Junior Yelam, également Acné, Sharon et Tracy et Shuffle. Ce sera le 23 octobre prochain. Emric sera également sur ce plateau pour nous parler d'un concert qu'il organise, lui, le 20 octobre avec un groupe messin Twin Prix. Et on terminera avec du cinéma et le démarrage du festival de cinéma jeune public Graines d'Images. Au sommaire de cette troisième partie également, un peintre sera avec nous, François Bédoué, pour l'exposition qu'il organise au Centre de l'Étoile au Mans. Et enfin, Damien nous parlera de Laure Manodou et de jeux vidéo. À tout de suite. L'événement bande dessinée de cette semaine se déroulera samedi prochain, 18 octobre au Mans, avec la venue de Régis Loisel. Samuel, Régis Loisel, alors c'est Peter Pan peut-être pour une des... Peter Pan pour beaucoup de monde, mais avant cela, La quête de l'oiseau du temps, qui avait été... une série qui a marqué aussi pas mal de générations de lecteurs. Et puis voici maintenant plus de 9 ans, Loisel partait au Canada, vivre et s'installer au Canada. Il y retrouvait Jean-Louis Tripp, lui-même dessinateur de bande dessinée, un petit peu moins connu au départ. Et puis, eh bien, cette aventure a démarré. Et là, un exercice presque de style, puisqu'il dessine à quatre mains, si l'on peut s'exprimer ainsi. L'un fait les crayonnés, l'autre l'ancrage, puis la mise en couleur, et une saga qui devait durer 3 albums, qu'ils ont un petit peu développé pour finalement en arriver à 9 volumes. Le dernier vient d'arriver, et donc nous aurons la chance de les recevoir tous les deux samedi à la mairie. Tome 9, effectivement, vous l'avez dit, ça devait durer que 3 albums. Finalement, on le sait depuis quand que c'est le dernier album, celui-ci, le tome 9, parce qu'on ne savait pas forcément. Non, mais voici déjà 2 albums. Tous les ans, nous attendions à la fin avec le suivant. Et puis, ben voilà, ils avaient encore des choses à raconter. C'est vraiment une très belle saga qu'on pourrait dire presque rurale, même si elle se déroule au Canada. Elle aurait très bien pu se passer peut-être dans d'autres régions campagnardes de France. Certes, c'est là-bas. D'ailleurs, il y a toute adaptation aussi de ce langage québécois par un traducteur, Monsieur Beaulieu, que vous trouverez aussi à l'intérieur, pour garder un petit peu tout ce côté québécois. En tout cas, ça y est, c'est réellement une chute, une fin d'histoire, et vous verrez, c'est un volume beaucoup plus épais que les précédents, avec un dossier final tout en forme de carte postale qui est vraiment superbe. L'histoire de Magasin Général, c'est un magasin général, c'est presque le personnage principal finalement de cette bande dessinée, avec 2 autres personnages principaux qui sont Marie et Serge. Tout à fait. Serge qui arrive finalement, lui, qui est cuisinier, qui arrive de France, et qui va s'installer, qui découvre par hasard ce village très reculé dans les contrées du Québec, et qui va développer de l'amitié, même de l'amour avec Marie et tous les gens du village. Complètement. Marie, elle, ça démarre peut-être de façon assez triste au départ, puisque son mari décède. Elle doit gérer cette épicerie en fait qui est un peu l'épicentre du village. Il s'y passe plein de choses. Bien sûr, on peut acheter toutes les denrées, etc. Mais c'est un lieu de rencontre, de convivialité, etc. Et là, elle perd son mari, elle doit continuer à s'occuper de ce magasin, de sa famille, et puis voilà, elle fera cette rencontre. On n'en dira pas beaucoup plus derrière, parce que c'est vraiment... Alors bien sûr, certains diront que c'est une action un peu lente, mais ça permet de développer aussi toutes les personnalités de tous ces personnages différents. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse, et puis un graphisme réellement surprenant, fait, comme je le disais tout à l'heure,
avec deux artistes qui ont su s'associer pour vraiment, moi je trouve graphiquement une saga très originale. Et sociologiquement et historiquement parlant, c'est également la possibilité pour nous de découvrir peut-être ce qu'étaient, ce que sont ces villages reculés dans le Québec, avec ces hommes qui partent très longtemps pour chasser, revenir ensuite retrouver leurs femmes et pouvoir donner ce qu'ils ont chassé finalement pour manger, quoi. Mais de toute manière, je crois aussi que en France, Casterman ne pensait peut-être pas au départ à ce succès quand même très important, parce qu'on est loin un petit peu de l'heroic fantasy ou de la fantasy comme pouvait un petit peu faire Loisel précédemment. En plus, comme cela se passe au Canada, est-ce que un succès canadien, certes francophile, mais en France, mais tout de suite, ça a été vraiment, dès le tome 1, une surprise et un gros succès commercial qui n'a cessé de se démentir, et encore une fois, avec une chute que on ne révélera pas, mais en tout cas, une très très belle fin de série. En dehors de la possibilité de découvrir cette bande dessinée au magasin général, la venue de Régis Loisel, c'est toujours une sorte d'événement, Samuel? Ben oui, parce que en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, il vit donc maintenant depuis plus de 9 ans au Canada, donc il ne revient que très, très brièvement en France. Donc là, il y avait une petite tournée d'engagés avec les deux auteurs, et c'est un choix, mais qui est un choix assez restreint. Ils font 3, 4, 5 villes simplement, et donc revoir Régis, que l'on avait déjà vu voici déjà quelques années, donc c'est toujours un événement, parce qu'il a toujours tellement d'anecdotes à nous raconter, un petit peu la manière dont ils peuvent travailler, parce que rien que de voir la façon dont ils bossent avec Trip, c'est déjà excellent de pouvoir un petit peu se le faire raconter par ces deux auteurs, et puis après ils nous indiqueront peut-être aussi sur quoi ils travaillent dans les mois à venir. J'ai l'impression que Loisel veut réaliser un vieux rêve et de travailler sur Mickey. Ça vous dit quelque chose? Oui, un peu, oui. Voilà. Une souris avec des grandes oreilles. On en saura un peu plus peut-être ce week-end. Et puis Trip, vous verrez, c'est un type pareil à découvrir, qui lui avait une carrière un peu moins connue peut-être, mais qui a vraiment une patte superbe. Et ce mélange de ces deux auteurs là, encore une fois, d'ailleurs ils avaient fait les 2 premiers volumes en noir et blanc pour montrer un petit peu aussi leur technique de travail. Ils n'ont pas continué, c'est un peu dommage, mais enfin ils l'expliqueront de toute manière beaucoup mieux que moi lors de leur venue samedi. Du coup, qu'est-ce qui est prévu? C'est une masterclass, c'est une sorte de dédicace, c'est une rencontre dirigée par Agnès Desieux, qui dirigera un petit peu la rencontre, les débats, l'échange avec le public, et puis une signature. Mais là, Régis Loisel et Trip ne font pas non plus comme les autres, puisqu'ils ont décidé depuis longtemps d'arrêter la dédicace classique, petit dessin. Ils ne font que des signatures. Nous aurons un ex-libris inédit que les auteurs nous ont fait pour un petit peu compenser cette absence de dédicace, mais finalement ça n'est pas plus mal aussi, parce que peut-être qu'il y aura pas mal de monde, et de toute manière il y aurait eu des déçus, comme ça au moins ça permet de ne pas léser qui que ce soit. Et puis on peut peut-être préciser aussi que c'est parfois légitime que certains auteurs arrêtent les dédicaces, et qu'il y a une quinzaine d'années, certaines personnes se faisaient dédicacer des bandes dessinées, des ex-libris, qu'ils revendaient ensuite au marché noir, entre guillemets, et ce sont des œuvres qui étaient la propriété normalement de leurs auteurs, qui se revendaient comme ça sur le marché noir. C'est également le choix qu'a fait il n'y a pas très longtemps Manu Larsenet, un des auteurs français assez connus avec la série Blast notamment, et qui a carrément fermé son blog en expliquant que c'était plus possible de piller entre guillemets ses œuvres. C'est l'école américaine, de toute façon, c'est signature gratuite ou dédicace, dessin payant. Mais c'est un boulot aussi. Enfin, on est content, ils nous font un gribouillage dans une... Exactement, le reportage qui va suivre avec Paul Salomon, c'est un petit peu le cas aussi. Des dédicaces qui peuvent durer une demi-heure par personne. Vous ne contentez, entre guillemets, que quelques personnes, une dizaine simplement. Et derrière, on peut retrouver ces œuvres, parce que là, carrément, une dédicace d'une demi-heure, c'est presque... voilà. Donc, en tout cas, eux, ces auteurs-là, ils se consacrent aussi plutôt à la rencontre, à parler avec les gens, ce qui n'est pas plus mal. 18 octobre, donc c'est dans une salle de la mairie. Dans l'ancienne salle du conseil municipal, à la mairie, c'est plus simple. Voilà. Effectivement, au rez-de-chaussée. Pour cette rencontre, précisons qu'en dehors de la notoriété de la librairie Bulle dans le monde de la bande dessinée, Régis Loisel avait quelques affinités mancelles, puisque un réalisateur manceau, Nicolas Boutruche, pour ne pas le citer, avait réalisé ce qu'on appelle un teaser vidéo de la sortie
d'un des tomes de Peter Pan, un teaser qui avait été diffusé dans les cinémas français. Et ils ont pu se revoir d'ailleurs à Saint-Malo, Nicolas et Régis. Donc le 18 octobre, à quelle heure À partir de 14h30. À partir de 14h30 dans l'ancienne salle du conseil municipal du Mans. Matt, des comics pour vous, des comics qui ne sont pas américains. Alors il y en a qui sont américains, puisqu'il y en a un qui est canadien, mais qui ne viennent pas des États-Unis, voilà, c'est la précision. On commence avec Porcelaine, qui est un truc formidable, et donc qui est un comics anglais, voilà, donc qui n'est pas américain. Alors l'histoire, dans Quatrième de coup, ils vous disent que c'est entre Charles Dickens et Lewis Carroll. Alors effectivement, ça ressemble, on est un peu dans l'ambiance Cendrillon ou La petite marchande d'allumettes. C'est une gamine pauvre qui rentre dans un domaine pour voler de la vaisselle, et puis voilà, on est au début du 19e siècle. Et puis en fait, elle tombe sur ce vieux bonhomme qui vit tout seul, qui va avoir des allures de barbe bleue, et qui en fait a construit des personnages à base de porcelaine, et voilà, qui vit dans une maison avec uniquement du monde en porcelaine. Alors je vous laisse découvrir ça. Pourquoi c'est onirique, pourquoi c'est pas que un truc pour enfants. Graphiquement, c'est juste extraordinaire. C'est un vrai coup de cœur, plein de poésie, et entre une bataille de Batman et puis un truc de Spider-Man, et ça fait du bien de dire un truc un peu plus onirique. Ça s'appelle Porcelaine, ça sort chez Delcourt, et c'est mon gros coup de cœur de la semaine. Très bien, Porcelaine. Scott Pilgrim. Alors ça, c'est canadien. Scott Pilgrim, ça sort chez Milady Graphics, c'était déjà sorti en noir et blanc, et donc ça ressort en couleur. Voilà, c'est l'occasion, si vous êtes allergique au noir et blanc, de découvrir cette série. Alors moi, je la découvre, j'avais complètement fait l'impasse la première fois que c'était sorti, simplement parce que c'était en dessous de mon radar, donc je la découvre maintenant. L'histoire, quand ça commence, ça pourrait être la chronique quotidienne d'un jeune mec qui est au lycée, et puis qui a des histoires de cœur, qui sort avec une ado, bref, voilà. Et puis il va rencontrer une nana qui lui plaît vraiment, commencer à sortir avec elle, et d'un seul coup, un des ex de la nana va débarquer, et ça tourne au match de Kung-Fu. On est dans un tournoi d'arts martiaux à la Dragon Ball, et on se rend compte qu'en fait cette nana a 7 ex, et que donc il va falloir les battre les uns après les autres, un peu en mode jeu vidéo où il faut battre le boss de fin de tableau pour pouvoir garder la fille. Les jeux vidéo, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Damien, qui est avec cette sortie de Laure Manodou notamment, mais Damien nous en parlera d'ici quelques instants. Foxboy. Alors Foxboy, il est pire que tout parce que c'est un super-héros, mais il n'est pas français, il est breton. Foxboy, c'est l'incarnation d'un super-héros qui vit à Rennes. Alors c'est une belle histoire, c'est un mec qui s'appelle Laurent Lefebvre qui faisait ça un peu tout seul dans son coin. Ça sortait dans un magazine qui s'appelle Loarning en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Après, il a édité des petits feuillets comme celui-là dans lequel il y avait des aventures de son personnage. Et puis c'est un personnage qui a fait des apparitions dans d'autres feuillets, puisque par exemple on le voit dans les aventures du Garde républicain, qui est le projet d'à côté de Thierry Mornay, le mec qui publie les comics chez Delcourt. Ouais. Et donc du coup voilà, Foxboy vient d'arriver sous la forme d'un bel album chez Delcourt. Graphiquement, c'est assez proche de ce qu'on peut trouver dans la tradition européenne. C'est-à-dire que voilà, ça rassurera ceux qui n'ont pas encore franchi l'Atlantique. Moi, c'est pas forcément le style de dessin que j'apprécie le plus, mais je me suis quand même retrouvé. Et puis il y a plein de références, il y a plein de clins d'œil, que ce soit graphique ou on cite d'autres super-héros. Donc il y a plein de références à la BD américaine. Et puis il y a un petit aspect intéressant avec ce personnage, c'est qu'au départ, c'est un sale con, il faut le dire. Et c'est voilà la découverte de l'héroïsme par quelqu'un qui avait pas décidé d'être un super-héros, mais qui finalement va s'y mettre, et qui était un sale type. C'est une bonne passerelle pour les gens qui n'avaient pas commencé les super-héros et qui pourraient regarder ça d'un œil curieux, puisque c'est quand même les codes de la BD européenne adaptés à ce format super-héroïque. Ça veut dire qu'on peut faire des bons comics même quand on n'est pas américain, finalement. Il y en a plein en fait, des comics, des bons comics pas américains. Il y a un label chez Delcourt qui s'appelle Comics Fabric, qui sort des séries de comics fabriquées en France. Je vous avais parlé la semaine dernière de Solo, qui est une série en fait faite par un Espagnol. On avait parlé l'année dernière de Le Héros, qui est une saga en 2 tomes qui sort chez Rackham et qui pareil est formidable et fait par un Espagnol. Et voilà, il y a des comics un peu partout. C'est pas la situation géographique qui fait qu'on fait du comics, du manga ou de la bande dessinée franco-belge traditionnelle. Il y a un manga qui est extraordinaire, qui est fait en France, qui s'appelle Last Man par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de frontière en fait dans la bande dessinée. Et effectivement, il y a même d'ailleurs aussi des auteurs américains qui font de la franco-belge, pas beaucoup, mais je pense à Desberg par exemple, un auteur qui est américain. Desberg, il est belge à la base. Il est belge à la base. Il vit pas mal aux États-Unis quand même, oui, tout à fait. Il était venu pour un des comics. C'est dessiné par Dan Panosian, qui lui est américain et qui bossait pour Marvel avant. Voilà. Sur cet anti-héros, globalement, ça me fait penser à Lincoln en franco-belge, enfin pas forcément là-dessus, mais cette espèce de bon à rien. Complètement, oui. Lui, il a rencontré Dieu, lui, dans Lincoln. Je ne crois pas que ce soit le cas dans Foxboy, mais je ne l'ai pas lu encore.
Je peux te le prêter. Merci. Très bien, merci beaucoup Matt pour cette sélection hebdomadaire dans le bocal local. On rappelle toute l'actualité des comics, évidemment sur le site internet que Matt a créé, qui s'appelle lescomics.fr. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours maintenant, parce que vous avez des activités professionnelles qui vous empêchent de venir dans le bocal local. Vous le prenez sur ce temps, je reviens dans 3 semaines. Très bien, voilà. 3 semaines, bravo. Comment allons-nous faire? Nous le saurons. Baisse d'un temps où je rajoute une semaine, attention. D'accord, très bien. On va passer d'ici quelques instants, Sam, un entretien que nous avait accordé Paul Salomon pour cette bande dessinée L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, qui avait été un vrai, on l'a rencontré pour la sortie du 3e tome, ça avait été un vrai coup de cœur de la librairie Bulle. Ah oui, scénario Lupano, qu'on retrouvera aussi dans quelques jours à la librairie pour le second volume des Vieux Fourneaux. Et Lupano avec Solomon ont su là aussi créer un western un peu atypique. Et graphiquement, ce jeune qui n'est pas un auteur qui a fait une école de dessin ou beaux-arts ou artiste sportif de haut niveau. Voilà, sportif de haut niveau, ancien athlète du groupe France, du pôle France, spécialiste 400 mètres haies, si je me souviens bien, et qui avait comme passion le dessin et qui a eu cette rencontre avec Lupano, qui est vraiment un de nos grands raconteurs d'histoire de ce jour. Et franchement, cet album, je vous incite à la découvrir, découvrir ces 3 volumes, parce que vous verrez, c'est un western, encore une fois, qui déménage, avec des personnages complètement hauts en couleur, et ce graphisme quand même tout à fait remarquable. Et vous allez voir l'interview, je crois que c'est un type qui a la tête très bien pleine et bien faite. Merci beaucoup Sam. Voici Paul Salomon avec des images de notre ami Pierre, que je remercie de m'avoir filé un coup de main ce jour-là. Je ne suis pas à l'origine de l'histoire, puisque le scénario a été écrit bien avant qu'on se rencontre avec Wilfried. J'avais en fait laissé chez plusieurs éditeurs un dossier graphique avec donc des planches de BD. Effectivement, il y avait du western dedans, ce qui a attiré l'attention de l'éditeur, qui a donc sollicité Wilfried, et Wilfried par la suite m'a sollicité pour une collaboration. Le scénariste avec qui on avait fait des tentatives éditoriales avait écrit une histoire western. Moi, je suis pas particulièrement fan de western. Moi, ce qui m'interpelle, c'est disons la consistance du scénario, et surtout si je vais avoir un ressenti particulier qui va me donner envie de m'investir sur une longue aventure, puisque mine de rien, ça va être plus de 5 ans, voire 6 ans pour réaliser ces 4 albums. Alors, ce qui m'a séduit direct quand j'ai reçu le script, c'est la consistance que peuvent avoir les personnages. Rien que dans le tome 1, il y a une diversité de personnages qui tout de suite évoquent quelque chose. Je veux dire, quand je lis les dialogues, qui sont toujours très, très savoureux, les dialogues de Wilfried, j'en apprends à chaque fois sur les personnages. Donc du coup, moi, ça me met plein d'images dans la tête, et ça me donne envie de les dessiner, et ça me facilite les choses, on va dire. Là, sur le tome 1, il y a une attaque de train, donc il y a des chevaux, il y a des trains, il y a des belles robes, il y a des grands espaces. Au niveau urbain, c'est aussi intéressant. C'est une époque qui voilà, les villes poussent comme des champignons, donc il y a énormément de choses à dessiner. Donc forcément très très intéressant. Et puis bon, ça sort, c'est pas du contemporain. Non pas que j'aime pas dessiner le contemporain, mais ça fait aussi un petit peu de bien de voyager dans une autre époque. Et du coup, là on est en 1900 et c'est le cas. Et puis ça permet aussi d'approfondir mes connaissances historiques de l'époque, ce que j'apprécie aussi particulièrement. J'ai énormément de liberté au niveau des plans, des cadrages, même de la mise en scène. Parfois j'ajoute un petit peu mon grain de sel dans certaines scènes. Mais Wilfried, en fait, architecture déjà le scénario, en le séquençant, en faisant déjà même des propositions de cases. Donc en me disant, voilà, planche 1, il y aura 7 cases. Tout bonnement pour lui avoir déjà une structure scénaristique, quoi. On est sur des formats quand même codifiés, 46 planches, etc. Donc voilà. Mais rien n'est arrêté à ce niveau-là, au niveau du découpage. Moi, je peux très bien faire glisser des cases
d'une planche à l'autre, mais sinon en termes de plan, de cadrage, tout ça, même de casting général, je suis réellement libre. Si on pitch en disant que c'est une histoire qui relate de la Constitution américaine, c'est pas très glamour, ça donne pas trop envie, quoi. Donc on est quand même sur voilà, il y a une note d'humour qui permet justement d'être accessible pour pas mal de monde, et puis d'amener les gens sur peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux avec un ton qui l'est un peu moins, quoi. Voilà, Paul Salomon, le dessinateur de cette série L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Merci également à la Librairie Bulle de nous avoir permis cet entretien. La Librairie Bulle qui organise donc une rencontre samedi prochain, 18 octobre à 14h30 dans l'ancienne salle municipale du conseil municipal, donc à la mairie, au Mans, avec Régis Loisel et Jean-Louis Tripp pour la sortie du tome 9 et dernier tome de la série Magasin Général. Merci Matt. Dernière petite précision, les auteurs de BD, on avait réalisé une émission ici sur LMTV concernant la grogne de ces auteurs de BD. Ils commencent des actions là. Oui, les auteurs de BD qui sont précarisés. On en parlait de l'autre côté de l'été avec Lionel Marty et Julien Carrette. Donc il y a eu des premiers blocages qui ont été faits au festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Et voilà, les auteurs de BD commencent à se mobiliser pour être un peu reconnus et puis pour arrêter de vivre en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un truc très simple à faire si vous voulez les soutenir, c'est de trouver un auteur que vous aimez bien sur Facebook et puis de lui envoyer un petit mot de soutien ou de lui poser des questions, de savoir comment est-ce que ça se passe. Voilà, pour lui, en fait, ils ont besoin d'être aussi soutenus parce que ils bricolent des trucs dans leur piole, une grève d'un auteur de BD, j'arrête de dessiner, ça se voit pas trop et du coup ils ont pas vraiment de moyens d'action, donc peut-être que voilà, s'il y a des auteurs que vous aimez, n'hésitez pas à les trouver. Aujourd'hui, c'est facile sur les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles. Et on aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'en réinviter quelques-uns sur le plateau du Bocal Local pour reparler justement de ce problème, notamment lié à la rémunération et au point retraite pour les auteurs bande dessinée. D'ici quelques instants, de la musique dans le Bocal Local avec Junior Yellam et Julien Marie. Julien Marie pour représenter le label Syncope Management qui organise un concert le 23 octobre prochain avec notamment Junior Yellam. Émeric sera également avec nous pour nous parler d'un concert de Twin Prix, un groupe messin. Tout de suite.